Nous allons voir ici la notion de transformation nucléaire pour la classe de seconde. Prenons un noyau et dans ce noyau, on va mettre 6 protons et également 6 autres particules, 6 neutrons. Autour du noyau, on va faire graviter 6 électrons. Nous venons de créer un atome de carbone. Comme à l'intérieur de ce noyau d'atomes de carbone, il y a 12 particules, c'est-à-dire 12 nucléons, on va être plus précis dans son appellation et on va dire que c'est un atome de carbone 12. Voici la représentation symbolique de cet atome. On va mettre la lettre C majuscule pour carbone. Et en haut à gauche, on va indiquer le nombre de nucléons, ici 12. Et en bas à gauche, le nombre de protons, ici 6. Le nombre de protons s'appelle aussi le numéro atomique de l'atome. Et le nombre de nucléons s'appelle aussi le nombre de masses de l'atome. Maintenant, imaginez que l'on puisse rajouter 2 neutrons à l'intérieur du noyau. Comme on n'a pas modifié le nombre de protons du noyau, cet élément chimique s'appelle toujours du carbone. Cependant, comme maintenant son noyau contient 14 particules et non plus 12, il va s'appeler l'atome de carbone 14. Donc en fait, l'élément chimique carbone peut exister sous la forme de carbone 12, mais également sous la forme de carbone 14. Ces deux éléments chimiques s'appellent carbone parce qu'à l'intérieur de leur noyau, ils ont tous les deux 6 protons. Or, c'est le nombre de protons qui caractérise le nom de l'élément chimique. Alors maintenant, qu'est-ce qui les différencie? Pas grand-chose, on peut dire presque que ce sont des frères jumeaux. En physique nucléaire, on ne va pas appeler ça des frères jumeaux, on va appeler ça des isotopes. Donc à retenir, quand on change uniquement le nombre de neutrons à l'intérieur du noyau d'un atome, on ne change pas d'élément chimique. Et ces deux isotopes de l'élément chimique carbone ont en fait des propriétés différentes. Le carbone 12 est un élément chimique très stable. En revanche, le carbone 14 est un élément chimique instable. Alors par instabilité, qu'est-ce que l'on entend? Voyons ça. Voici un atome de carbone 14. Alors en physique nucléaire, en fait, on ne s'occupe pas des électrons qui gravitent autour du noyau. On va donc les faire disparaître. Et on ne considère que les noyaux des atomes. Donc nous avons le noyau de l'atome de carbone 14 et à l'intérieur, il y a 6 protons et 8 neutrons. Comme ce noyau est instable, spontanément, il va y avoir un neutron qui va disparaître et un proton qui va apparaître à l'intérieur du noyau. Et en même temps, il va y avoir éjection d'une particule. Ah oui, mais si le nombre de protons du noyau change, on change d'élément chimique. Si bien que là maintenant, on n'a plus l'élément chimique carbone, on a l'élément chimique azote. Car dès qu'un noyau contient 7 protons, c'est de l'azote. Il s'est passé quoi? Il s'est passé une transformation spontanée nucléaire. Et lors d'une transformation nucléaire, on change d'élément chimique car le nombre de protons est modifié à l'intérieur du noyau. En résumé, quand on change le nombre de protons d'un noyau, on change d'élément chimique. Et c'est ce qui se passe lors d'une transformation nucléaire. Maintenant, comment écrire l'équation d'une transformation nucléaire?
On va reprendre l'exemple vu précédemment. Nous avions un noyau de carbone 14. Il y avait une transformation nucléaire spontanée, on met donc une flèche, et il y avait création d'un nouveau noyau, d'un nouvel élément chimique, l'azote 14, plus éjection d'une particule. Ce n'est pas la peine de l'apprendre, on va vous le dire. La particule qui est créée est ici un électron. Mais pour qu'il y ait cohérence d'écriture dans cette équation, on va faire en sorte qu'elle soit ajustée des deux côtés de la flèche. Je m'explique. Il doit y avoir conservation du nombre de nucléons. À gauche de la flèche, on a 14 nucléons. Or, l'azote en apporte 14. Donc forcément, l'électron, il faut qu'il en ait 0. 14 égale 14 plus 0. Essayons de raisonner maintenant pour les protons. Au départ, on avait 6 protons. À la fin de la transformation nucléaire, on a de l'azote qui, lui, dans son noyau, a 7 protons. Donc l'électron doit se comporter comme une particule qui a moins 1 proton. Voilà pourquoi on va noter cet électron éjecté E0-1. Il existe 3 types de réactions nucléaires. La première, que l'on a déjà vue, ce sont des noyaux instables qui se désintègrent spontanément. C'était le cas du noyau de carbone 14. C'est ce que l'on appelle également la radioactivité naturelle. Voici l'équation de la réaction nucléaire de désintégration spontanée du carbone 14. Le carbone 14 va se transformer en noyau d'azote 14 et il va y avoir émission d'un électron. On peut voir une deuxième équation d'une réaction nucléaire de désintégration avec le radium. Donc le radium est un noyau instable qui spontanément va se désintégrer. Il va se transformer en noyau d'un autre élément chimique, le radon, et il va y avoir éjection d'une particule. Maintenant, essayons de voir si on peut, par la logique, deviner quelle est cette particule éjectée. Pour cela, on va raisonner sur la conservation du nombre de nucléons. Le radium a 226 nucléons. Il se transforme en radon qu'en a 222. Donc forcément, la particule qui est éjectée doit avoir 4 nucléons, puisque 222 plus 4, ça fait 226. On va raisonner de même pour le nombre de protons. Très logiquement, vous l'avez deviné facilement, la particule qui est éjectée a forcément dans son noyau 2 protons. Or, il suffit de regarder dans le tableau de la classification périodique et le seul élément chimique qui a 2 protons dans son noyau, vous le savez peut-être déjà, c'est tout simplement l'hélium. Donc, lorsque le noyau instable de radium se désintègre spontanément, il se transforme en un noyau de radon et il y a éjection d'un noyau d'hélium. Il y a 5 particules que vous allez souvent retrouver dans les équations de transformation nucléaire, donc c'est bien de pouvoir les identifier. Alors il y en a une qu'on a déjà vue, c'est l'électron et le noyau d'hélium. Vous pouvez de temps en temps aussi rencontrer le positon, bien sûr le neutron et le proton. Mais en seconde, on ne vous demande pas bien sûr d'apprendre par cœur l'écriture de toutes ces particules. Alors nous venons de voir un premier type de réaction nucléaire qui est la désintégration spontanée d'un noyau instable. Et il existe un deuxième type de réaction nucléaire, c'est la fusion. Le principe de la fusion nucléaire est simple, c'est que deux petits noyaux vont s'associer pour former un noyau plus lourd. Et il va y avoir, au cours de cette opération, éjection d'une particule.
Nous allons voir maintenant à quoi ressemble concrètement l'équation d'une réaction nucléaire de fusion. Nous avons ici deux petits noyaux d'hydrogène. Vous remarquerez que le premier a 2 nucléons et le deuxième 3 nucléons. Donc en fait, ces deux noyaux sont isotopes. Ces deux noyaux vont fusionner et vont créer un noyau plus lourd, un noyau d'hélium. Et il va y avoir au cours de cette opération éjection d'une autre particule. Essayons de voir si par la logique on peut trouver de quelle particule il s'agit. Pour cela, on va raisonner comme on l'a fait précédemment sur la conservation du nombre de masses dans une équation de transformation nucléaire. À gauche, nous avons 5 nucléons, donc à droite, forcément, la particule qui va être éjectée a forcément un nucléon, puisque 2 plus 3, ça fait 5 à gauche de la flèche, et à droite de la flèche, 4 plus 1, ça fait 5, c'est ajusté. On va raisonner de même sur le nombre de protons. Bien sûr, très logiquement, ça veut dire que la particule éjectée a 0 proton. Maintenant, pour l'identifier, il suffit de regarder notre tableau avec les particules qui interviennent généralement lors d'une équation de transformation nucléaire. Il faut en trouver une qui ait un nucléon et 0 proton. Donc bien sûr, vous avez reconnu le neutron. Nous avons donc ici l'équation de la réaction nucléaire de la fusion de deux noyaux isotopes d'hydrogène. Enfin, il existe une troisième réaction nucléaire qui s'appelle une fission. Et cette réaction-là, c'est ce qui se passe dans une centrale nucléaire. Le principe de la fission est la suivante, c'est qu'on va envoyer avec beaucoup d'énergie un neutron qui va taper contre un noyau lourd. Ce noyau va alors se fissurer et il va générer deux autres noyaux plus légers. Et il va y avoir éjection de quelques neutrons. Voici le principe de la fission. Et très important, au cours de cette fission du noyau lourd, qui va générer deux noyaux légers plus quelques neutrons, il va surtout y avoir libération de beaucoup d'énergie. Et c'est ça qui est intéressant dans la fission nucléaire. Prenons un exemple. Nous voyons ici un neutron qui va venir réagir avec un noyau lourd d'uranium. Alors pourquoi est-ce que je dis qu'il est lourd? Eh bien parce que regardez, il a 235 nucléons dans son noyau. Donc cet élément chimique, ce noyau, est ici lourd. Donc notre neutron vient taper dans l'uranium. L'uranium va se casser en deux et va générer un noyau de baryum et un noyau de krypton. Et il va y avoir éjection de 3 neutrons. Et bien sûr, libération d'énergie. Et c'est ce que l'on va utiliser dans une centrale nucléaire. On va réaliser une réaction de fission. Et cette réaction de fission va libérer de l'énergie. Avec cette énergie, on va chauffer de l'eau. L'eau va se transformer en vapeur, on va avoir de la vapeur sous pression qui va faire tourner une turbine et cette turbine va produire de l'électricité. Voilà le principe d'une centrale nucléaire. Alors maintenant, est-ce que l'énergie libérée par la fission de l'uranium est vraiment importante? Eh bien, si on fissionne un noyau d'uranium, on libère 2,91 10-11 joules. Or, 1 gramme d'uranium contient 2,6 10 puissance 21 atomes. Donc il suffit de faire une simple multiplication et on va voir que 1 gramme d'uranium est capable, théoriquement, de libérer 7,6 10 puissance 10 joules.
À titre de comparaison, c'est la même énergie que libérerait la combustion de 1800 kg de pétrole. Vous comprenez sans doute pourquoi on a été intéressé à une époque énormément par l'énergie nucléaire, parce que ça nous permettait d'avoir une indépendance énergétique, puisqu'avec très peu d'uranium, on fournissait beaucoup d'énergie. Pour beaucoup de personnes, dès qu'elles entendent le mot radioactivité, il y a des images qui viennent dans leur tête et c'est rarement positif. Alors effectivement, lors d'une transformation nucléaire, il y a éjection de particules, il y a libération de beaucoup d'énergie et il y a même parfois un rayonnement qui est émis. Bref, tout ceci, lorsque ça rencontre un être humain, eh bien, ça peut lui faire du mal, ça peut atteindre ses cellules. Donc on a tous dans la tête les images, par exemple, de l'explosion de la centrale de Tchernobyl. Mais attention, quand on contrôle très bien cette réaction nucléaire, eh bien on peut soigner des gens. C'est ainsi que l'on soigne par exemple certains cancers, en faisant une transformation nucléaire et en contrôlant très très bien les particules qui sont émises et en ciblant ces particules sur par exemple les cellules cancéreuses afin de détruire ces cellules cancéreuses. Donc tout est relatif. Et puis attention, sans réaction nucléaire, pas de soleil. Or, c'est le soleil qui nous permet de vivre sur la Terre. Le soleil, en fait, c'est une grosse centrale nucléaire. Au sein du soleil, il y a de multiples réactions nucléaires et c'est ce qui nous apporte la lumière, la chaleur sur la Terre. Nous allons faire maintenant un petit test formatif de 10 questions. Dès que la question est posée, n'hésite pas à faire pause sur la vidéo afin de te laisser du temps pour trouver la réponse. Question numéro 1. De l'eau liquide se transforme en eau solide. On a donc l'équation qui est donnée ici. On vous demande si c'est une transformation A physique, B chimique, C nucléaire. Bien sûr, il s'agit d'une transformation physique, puisque au départ, on a l'espèce chimique eau à l'état liquide, et après la transformation, on a toujours l'espèce chimique eau, mais à l'état solide. On n'a pas changé d'espèce chimique, on a réalisé uniquement un changement d'état. C'est donc, par définition, une transformation physique. Question numéro 2. Du méthane gazeux brûle avec du dioxygène gazeux pour former du dioxyde de carbone gazeux et de la vapeur d'eau. On vous donne l'équation de la réaction. On vous demande si c'est une transformation A physique, B chimique ou C nucléaire. Alors bien sûr, il s'agit d'une transformation chimique. Pourquoi? Eh bien parce que nous avons des éléments chimiques, le carbone, l'hydrogène, l'oxygène, à gauche de la flèche, des atomes donc, qui vont se réorganiser au cours de cette combustion pour former d'autres molécules. Par contre, on a toujours les mêmes éléments chimiques au départ et à l'arrivée. On va mieux comprendre grâce à cette animation. Donc au cours de la combustion, les atomes vont se séparer pour former de nouvelles molécules. Par contre, les atomes sont toujours les mêmes, il n'y a pas eu modification de ces éléments chimiques, on n'est pas intervenu dans leur noyau. Donc ce n'est pas une réaction nucléaire, c'est une réaction chimique. Question numéro 3. Un noyau de polonium se scinde, ça veut dire se coupe, en deux pour former un noyau de plomb et un noyau d'hélium.
On vous donne ici l'équation de la transformation. On vous demande si c'est une transformation A physique, B chimique ou C nucléaire. Bien sûr, comme il y a transformation de l'élément chimique, puisque l'élément chimique polonium disparaît pour se transformer en un autre élément chimique, le plomb, il s'agit d'une transformation nucléaire. Il s'est passé quelque chose au sein du noyau de ces éléments chimiques. Question numéro 4. Dans l'équation de cette transformation nucléaire, combien y a-t-il de réactifs? Alors, il faut se souvenir qu'au départ, les espèces chimiques que l'on a s'appellent les réactifs. Après la transformation, on obtient ce que l'on appelle des produits. Donc, dans cette réaction nucléaire, il y a un réactif, le polonium, et il y a deux produits, le plomb et l'hélium. Question numéro 5. Dans l'équation de cette transformation physique, combien y a-t-il de produits? Toujours pareil, au départ, ce que l'on a comme espèce chimique, ça s'appelle des réactifs. Après la flèche, ça s'appelle des produits. Donc ici, il y a un réactif, l'eau liquide, il y a un produit, l'eau solide. Question numéro 6. Un noyau de thorium-234 se désintègre en formant le noyau d'un autre élément chimique inconnu et en émettant deux électrons. L'élément chimique inconnu aura combien de particules dans son noyau? On va raisonner sur la conservation du nombre de masses dans une équation de transformation nucléaire. Puisque les électrons ont tous les deux 0 nucléons, ça veut dire que notre élément chimique qui s'est formé, il aura 234 nucléons dans son noyau. Question numéro 7. Un noyau de thorium-234 se désintègre en formant le noyau d'un autre élément chimique inconnu et en émettant deux électrons. L'élément chimique inconnu aura combien de protons dans son noyau? On raisonne de même sur la conservation du nombre de protons entre avant la flèche et après la flèche. Donc, petite subtilité ici, puisque les électrons se comportent comme des particules ayant moins 1 proton, donc 92 moins 1, ça fait 90. On retrouve les 90 protons du thorium. Question numéro 8. Nous avons toujours la même équation de transformation nucléaire qu'aux questions 6 et 7. On a trouvé pour l'élément chimique inconnu qui se formait qu'il avait 92 protons et 234 nucléons. Maintenant, comment faire pour trouver le nom de cet élément chimique inconnu? Eh bien, en fait, c'est simple, il suffit de consulter la classification périodique des éléments et de trouver l'élément chimique qui a 92 protons dans son noyau. Et dans la classification périodique des éléments, le seul qui a 92 protons dans son noyau, c'est l'uranium. On a donc identifié le noyau qui s'est formé dans l'équation qui nous était donnée.
Petite précision, j'ai écrit comme ceci l'équation de la transformation nucléaire en mettant qu'il y avait 2 électrons qui étaient éjectés, en mettant E plus E. Bien sûr, j'aurais pu utiliser un coefficient stoichiométrique devant l'électron et écrire l'équation de cette façon-là. C'est exactement la même chose. Question numéro 9. Que peut-on dire de ces 2 atomes? Je pense que c'est assez évident. Ce sont tous les 2 des noyaux de carbone puisqu'ils ont tous les 2 6 protons dans le noyau. En revanche, celui de gauche a 12 nucléons, celui de droite en a 13. Donc, ce sont des noyaux isotopes de carbone. Question numéro 10. Deux isotopes ont-ils le même nombre de nucléons? Question très simple, bien sûr, la réponse est non. Deux isotopes ont le même nombre de protons et ont des nombres de nucléons différents. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à le dire en commentaire. Et puis, abonnez-vous à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Merci.